En somme, nous pouvons dire que l'action de YouTube sur les contenus anti-vax n'est pas neutre, et que la plateforme ne fait pas que de donner ce que l'utilisateur a envie de voir. Mais sans s'arrêter à un constat binaire de ce type, nous avons observé que les modalités de cette action sont complexes et ambivalentes. Il n'est donc pas possible de répondre par un simple oui ou non à la question YouTube favorise-t-il les chambres d'écho? Nous avons tout d'abord montré par nos expériences de rétro-ingénierie que globalement, le visionnage, like ou encore abonnement au contenu anti-vax augmente la probabilité qu'on trouve par la suite du contenu anti-vax dans nos recommandations. Cependant, cet effet reste loin d'être automatique. Et le mystère entourant les algorithmes YouTube demeure. Mais nous reviendrons sur ce manque de transparence de cette plateforme. Ensuite, nous nous sommes livrés à un traitement de données statistiques et réseaux récupérés à l'aide de YouTube Data Tools Network et analysés avec l'outil Gephi. La conclusion de ces analyses était elle aussi nuancée. Le résultat dépendait des chaînes. Certaines, les plus importantes en général, enfermaient l'utilisateur dans une véritable bulle de filtrage. D'autres non. Enfin, certains contenus ayant été clairement identifiés comme anti-vax ne redirigeaient pas vers des vidéos semblables. Pour compléter notre étude, nous avons enfin analysé de manière quantitative et qualitative l'espace commentaire. Cette fois, le constat était assez clair. L'espace commentaire amplifie les chambres d'écho en soudant les communautés autour d'un même point de vue et en polarisant à l'extrême les opinions. Au final, que faut-il retenir? YouTube participe-t-il au renforcement des chambres d'écho? Oui. Est-il le seul vecteur de renforcement des opinions anti-vax? Non. YouTube doit-il s'adapter en conséquence? Sûrement. En guise de conclusion, nous aimerions revenir sur la responsabilité politique de YouTube et les actions qui doivent en découler. Pourquoi YouTube devrait-il avoir une responsabilité dans le choix et l'organisation de ses algorithmes? Eh bien, parce que ceci, à l'ère du numérique, révèle un enjeu politique de tout premier plan. Avec 2 milliards d'utilisateurs mensuels, le moindre petit changement d'algorithme dans la façon d'organiser les recommandations provoque des bouleversements sociologiques, économiques et cognitifs inédits pour des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Pour montrer cet enjeu primordial que comportent les algorithmes, nous pourrions rappeler 2 exemples qui ont été cités par Guillaume Chalot au cours de notre interview. D'abord, Guillaume Chalot donne l'exemple de la chaîne The Drinking Games, qui avait sa propre filter bubble rassemblant plus de 10 millions d'abonnés. Et cette chaîne a incité des centaines de milliers d'adolescents à la consommation d'alcool. On peut également évoquer l'exemple du terrorisme, puisque Boko Haram entretient la confusion entre le fait de croire que la Terre est plate et qu'il faut combattre les Occidentaux qui nous mentent. Guillaume Chalot explique que si des Africains se voient recommander uniquement des vidéos qui promeuvent la théorie de la Terre plate, alors ils vont se dire que les Occidentaux leur mentent et être plus prompts à se rapprocher de mouvements tels que Boko Haram. On le voit donc, l'enfermement des algorithmes peut avoir des effets extrêmement pervers qu'il faut questionner. YouTube a donc une grande responsabilité dans ses algorithmes pour empêcher ces chambres d'écho et les multiples effets qui en découlent. Mais limiter la recommandation d'un certain type de vidéo et brider la visibilité de certaines chaînes ne peut-il pas être vu comme une négation de la liberté d'expression? C'est en tout cas cette censure que certains pourraient critiquer. Mais pour citer Guillaume Chalot, nous n'avons pas de droit spécial à être amplifié. On a le droit de dire ce que l'on veut, mais on ne peut pas exiger que ceci touchera des milliers, voire millions de personnes. Ce qui consiste réellement de la censure, c'est quand les vidéos sont supprimées, ce qui est d'ailleurs contre-productif. En effet, dans le cas de théories complotistes, et plus particulièrement de vidéos anti-vax, la suppression augmente la sensation que l'on nous cache quelque chose. On peut prendre un exemple abordé par Guillaume Chalot. Une vidéo diffusant l'idée que Obama est né au Kenya avait fait 27 millions de vues, ce qui correspond à peu près à 270 millions de recommandations, plus que la population américaine en âge de voter. Cette vidéo avait ensuite été supprimée, ce qui n'a fait que renforcer l'idée que l'on nous cachait la réalité. Pour résumer, YouTube supprime probablement trop et devrait surtout recommander moins les contenus alternatifs de ce type. Nous l'avons constaté plus tôt, YouTube commence à prendre la mesure de ses multiples implications et commence à réagir en adéquation. Sa politique contre les contenus anti-vax est ainsi bien plus efficace que par le passé. Mais quelles peuvent être donc les solutions face à cet état de fait pour continuer d'avancer dans la bonne direction? D'abord, nous avons vu dans la seconde vidéo, il faudrait mieux connaître les poids respectifs des algorithmes de recherche et de recommandation. Guillaume Chalot nous a en effet expliqué que les résultats complotistes sont beaucoup plus marqués dans celui de recommandation.
On pourrait également penser à changer d'algorithme pour limiter les effets néfastes de l'actuel. C'est sur quoi se penchait Guillaume Chalot lorsqu'il travaillait chez Google. Je cite, « Je travaillais sur un nouvel algorithme qui essayait de briser ces chambres d'écho en s'appuyant sur du machine learning pour essayer de classer le contenu en type et en sous-type. Au final, on créait des recommandations alternatives qu'on testait pour 1% des utilisateurs et on voyait si ça marchait mieux. » Mais dans une visée plus globale, il faudrait plus de transparence sur les algorithmes utilisés. On aurait tout d'abord une réponse plus claire aux questions sur la création des chambres d'écho et plus de possibilités d'un contrôle public. La loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information fait du CSA le garant de la bonne application des recommandations algorithmiques des plateformes en ligne. Pour Guillaume Chalot, quand on lui demandait si le contrôle du CSA pouvait changer quelque chose, sa réponse était assez intéressante. Je ne pense pas qu'ils ont les compétences techniques. Moi, j'ai apporté un peu de transparence, après on va voir, mais personnellement, je préférerais une transparence publique, une contrainte de la loi. Une fois qu'on a cette transparence, les institutions publiques, tout le monde peut étudier ça, et ça peut donner des résultats très intéressants. C'est donc dans cette optique que Guillaume Chalot a monté l'initiative d'Algo Transparency. Je cite. « Si une vidéo est beaucoup vue sur YouTube, c'est soit parce que les gens aiment bien, soit que les algorithmes l'aiment bien, ou bien car un petit malin a triché. Le but d'Algo Transparency est donc de voir quelles sont les vidéos les plus recommandées par l'algorithme. Pour cela, j'étudie plus de 1000 chaînes et les recommandations à partir de la dernière vidéo de la chaîne. J'obtiens ainsi 20 000 recommandations. Et on voit la fréquence des vidéos recommandées à partir de ça, et on observe une répartition exponentielle. C'est donc à partir d'initiatives comme celle-ci, ainsi qu'avec une législation claire et contraignante, que nous pourrons progressivement modifier les algorithmes de recommandation pour qu'ils soient réellement au service de la société. Nous l'avons vu pour le cas particulier de YouTube et des contenus anti-vaccins. S'ils sont évidemment indispensables au fonctionnement d'une telle plateforme de partage de vidéos, ils doivent être étudiés et contrôlés afin d'éviter au maximum les effets néfastes, tels que la formation d'opinions complotistes. Les algorithmes de recommandation, comme arbitre de la tension entre censure et liberté d'expression, un problème crucial qui s'inscrit dans une actualité pressante. On peut le voir en ce moment avec l'affaire du documentaire Hold Up, qui retranscrit les dessous de la gestion du Covid-19 par le gouvernement, mais qui est plein de faits bancals et mensongers. L'algorithme doit-il le recommander ? À qui est-ce d'en décider ? Des questions dont les réponses en amèneront d'autres.